Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième cours de cette série cette année consacrée aux solitons. Et après 2 séances sur les solitons brillants, eh bien, je vous propose de passer à une autre classe de solitons, les solitons gris, qui vont nous permettre de découvrir d'autres facettes de cette physique, d'autres facettes subtiles, comme vous allez le voir. Alors, avant de commencer, comme toujours, je dis un mot des séminaires, des futurs séminaires et d'un atelier qu'on va avoir la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on aura le plaisir d'écouter Jacqueline Bloch, qui va nous parler de Topological Photonics and Excitonic Polaritons. La semaine prochaine, ce sera Thierry Jamarchi. Et Jacqueline et Thierry, en fait, vont commencer un gros morceau consacré à la topologie, puisque dans l'après-midi de la semaine prochaine, on aura un atelier sur la topologie. Jacqueline et Thierry parleront de topologie, mais l'atelier sera entièrement consacré à la topologie. Topological Quantum Matter with Atoms and Photons, avec les orateurs qui sont écrits ici, Laetitia Tarwell, Jean-Noël Fuchs, Julien Schmitt, et puis ensuite Sylvain Assimben et Leonardo Falani. Voilà. Comme toujours, hein, les colloques du collège sont sans inscription, entrée libre. Donc n'hésitez pas à venir et à faire de la publicité. Alors, le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc les solitons brillants. Et avec un dessin, je voudrais situer le problème. C'est les solitons gris, excusez-moi. Et pour commencer, avec un dessin, je voudrais situer comment ils se placent par rapport aux solitons brillants qu'on a vus jusqu'à maintenant. Les solitons brillants, donc, on a considéré grand N particules dans un mouvement à une dimension, et on a supposé que ces particules étaient attractives, avec une interaction de contact. Et ce qu'on a vu, c'est que l'état fondamental du système, eh bien, c'était un agrégat des particules, c'était le soliton, donc un état lié à n particules. Ce soliton pouvait être au repos. À ce moment-là, c'est l'énergie fondamentale, ça correspond à l'état fondamental du système, son énergie, c'est l'énergie du fondamental. Et puis, il peut également être mis en mouvement. Voilà. Donc, et ça, on l'a décrit dans une approche champ moyen, et on avait vu que l'approche complètement quantique redonnait des énergies pour le fondamental très voisines. Les solitons gris, en quelque sorte, c'est juste l'inverse. On va prendre des particules qui remplissent tout l'espace, enfin, toute la droite, disons de plus l'infini à moins l'infini, en X, et on va supposer que les particules se repoussent. Et ce qui va nous intéresser, c'est donc la formation d'un trou dans cette distribution de particules. Ce trou pourrait être stationnaire, ou il pourrait être en mouvement, et à ce moment-là, eh bien, ce qu'on fabrique, c'est donc un soliton, dans la mesure où on a bien un objet qui peut se propager sans déformation, ou qui peut rester sur place sans déformation, mais ce n'est plus l'état fondamental du système. Quand j'ai des particules qui se repoussent, l'état fondamental du système, c'est une densité uniforme. C'est ça qui minimise l'énergie. Là, on va donc regarder des états excités du système, si vous voulez, ces trous de densité qui peuvent rester sur place ou se propager sans changer de distribution de densité. Voilà. Alors, il y a un parallèle qui peut être utile, qui est le parallèle entre ces solitons gris, ou solitons noirs, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on peut faire une distinction entre les deux, un parallèle entre ces solitons gris et puis les vortex, ou les tourbillons quantiques. Donc le soliton gris, pour commencer, c'est donc une déplétion locale de la densité dans un gaz 1D, et ce qu'on va voir, c'est qu'accompagnant cette déplétion de densité ici, il faut avoir le bon profil de phase. Et donc, on va avoir un lien qu'on va établir ensemble entre la distribution de phase de ce gaz 1D, par exemple la variation de phase entre moins l'infini ici et plus l'infini ici, et puis la vitesse du soliton. Si maintenant je passe de une dimension à 2 dimensions, eh bien, il y a des objets qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans des cours précédents, qui sont les vortex. Un vortex, qu'est-ce que c'est ? C'est un point où on a une déplétion de densité. En fait, la densité s'annule en ce point. Et on a également une distribution de phase bien particulière autour de ce point, un enroulement de phase. Et cet enroulement de phase est relié à la vitesse, profil de vitesse dans le fluide. Alors, l'analogie n'est pas complète. Vous allez le voir, il y a une robustesse des vortex qu'on ne retrouve pas pour les solitons. Mais néanmoins, c'est intéressant de garder à l'esprit le parallèle entre cette physique à une dimension des solitons gris et cette physique à 2 dimensions des points vortex dans un gaz en répulsion. Puis si on passe à 3 dimensions, à ce moment-là, les vortex ne sont plus des points, mais sont des lignes de vorticité,
et on va en avoir quelques exemples à la fin de ce cours. Alors, le plan du cours sera le suivant. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on regarde la fonction d'onde d'un soliton gris et établir ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire ce lien entre phase et vitesse du soliton. Ensuite, on abordera un problème subtil. Ce problème n'était pas vraiment présent dans le cas du soliton brillant, là c'était simple, mais là le problème est nettement plus subtil. C'est le lien entre cette fonction d'onde d'un soliton et puis son énergie et son impulsion. En particulier, l'impulsion, vous allez voir, ce n'est pas simple de bien comprendre de quoi il s'agit. Le problème étant qu'il existe, quand on fabrique un soliton gris, un soliton sombre, en mouvement, qu'il existe un contre-courant, et donc il faut bien savoir prendre en compte ce contre-courant. Ensuite, eh bien, on se posera une question qu'on s'est déjà posée pour les solitons brillants, à savoir la dynamique des solitons. En l'occurrence, on regardera le mouvement dans un condensat qui n'est pas homogène, c'est-à-dire si au lieu d'avoir une densité qui est vraiment uniforme entre moins l'infini et plus l'infini, j'ai une densité qui varie lentement, comment est-ce que les solitons évoluent dans ce profil de densité. Et on regardera de nouveau le problème de collision entre solitons, qu'on avait regardé abondamment pour les solitons brillants. Et puis enfin, dans une toute dernière partie, et là j'espère que ce type de figure s'éclaircira un petit peu, on regardera ce qui se passe quand on n'est pas vraiment à une dimension, mais quand on prend en compte les dimensions transverses. Et donc on verra apparaître des instabilités vers d'autres états. Ces autres états, ça fera intervenir les vortex, justement. Ça pourrait être ce qu'on appelle des vortex solitoniques ou des anneaux de vorticité. Vous en verrez quelques exemples. Voilà. Donc voilà le plan pour ce cours d'aujourd'hui. Et je commence tout de suite avec donc, le soliton gris et sa fonction d'onde. Alors, comme toujours, notre outil de travail, ça va être l'équation de Schrödinger non linéaire. C'est elle qui va nous servir comme équation du mouvement pour générer ces solitons, même s'il y a d'autres équations qui pourraient donner naissance à des phénomènes similaires. Donc, je commence... c'est pas allumé, là, voilà. Non, j'ai fait l'inverse de ce que je voulais faire. Voilà, là, je vais allumer. Voilà. Donc, je commence par vous rappeler ce que c'est que cette équation de Schrödinger non linéaire, qu'on a déjà vu de nombreuses fois maintenant. Donc, également appelée équation de Gross-Pitaïevski. Donc, le terme temporel, c'est un IH bar dψ sur dt, et c'est égal à moins h bar carré sur 2m d de psi sur dx2 plus petit g psi en modulo carré fois psi. Et dans cette séance, donc, comme je l'ai dit, on va s'intéresser au cas où g est positif, ce qui correspond à des interactions répulsives. Alors que dans les deux premiers cours, on avait pris g négatif, qui correspondait à des interactions attractives. Alors, je suppose donc que mon gaz bouge librement le long de l'axe x, ma fonction psi est fonction des deux variables x et t, et si je prends donc un gaz qui est libre d'occuper tout l'axe x, eh bien, l'état fondamental de ce gaz, c'est simplement la fonction psi de x et de t qui a une densité uniforme, donc je peux écrire racine de ρ0, et puis son évolution temporelle est très simple, c'est simplement e puissance moins i mu t sur h bar, où mu est le potentiel chimique. Et si vous voulez relier le potentiel chimique aux autres paramètres, eh bien, il suffit de reporter cette forme de la solution dans l'équation qui est ici. Donc le IH bar dψ sur dt, le dψ sur dt va agir là-dessus, va me donner un moins i mu sur h bar, donc il va me rester un mu à gauche, mu fois psi, mais je vais simplifier par psi à la fin. Le terme de dérivée par rapport à l'espace disparaît, puisque j'ai une densité uniforme. Et ici, je vois apparaître g fois ρ0 carré, excusez-moi, g fois ρ0, racine de ρ0 carré, fois psi encore. Donc en simplifiant par psi, j'obtiens simplement la relation mu égale g fois ρ0. Voilà, relation qui sera valable dans tout le cours d'aujourd'hui. Le potentiel chimique donc, est directement relié à la densité asymptotique du système. Voilà. Une chose qui va aussi nous être utile aujourd'hui, c'est la notion de vitesse du son. Dans ce gaz uniforme, quelle est la vitesse des ondes sonores dans ce milieu? Alors pour ça, je vous rappelle ce qu'on avait vu ensemble
c'était au premier cours, je crois, on s'était posé le problème d'étudier les petites perturbations, la propagation de petites perturbations dans un condensat. C'était l'approche de Bogolubov, donc je ne vais pas la refaire ici entièrement, mais je vais vous rappeler son résultat. On avait regardé des petites perturbations du type onde plane, donc des puissances ikx moins oméga t, et leur complexe conjugué. Je vous rappelle qu'il faut mettre les deux parce qu'on a affaire à une équation qui fait intervenir psi et psi étoile là-bas, puisque j'ai module de psi au carré. Donc il faut mettre dans l'ansatz de solution à la fois les puissances ikx moins oméga t et le complexe conjugué. Et ensuite, eh bien, en faisant un développement au premier ordre significatif, on avait pu établir la relation de dispersion de ces ondes, c'est-à-dire la relation qui relie oméga, la fréquence temporelle, à k, le nombre d'ondes, la fréquence qui relie à la fréquence spatiale. Donc, cette relation de Bogolubov, on avait vu ensemble, Bogolubov, voilà. Donc on l'avait écrite sous cette forme-là, h bar oméga, la partie temporelle, égale, donc je réécris ce qui est écrit ici, 2 fois epsilon k g rho 0 plus epsilon k carré, où epsilon k est directement relié au nombre d'ondes, puisque c'est h bar 2 k carré sur 2m. Donc c'est bien une relation entre oméga et k, une relation de dispersion. Et cette relation de dispersion, donc, je peux la retracer, on l'avait tracée ensemble. Donc si je mets epsilon k ici en abscisse et h bar oméga au carré en ordonnée, donc ce qu'on voit, c'est que aux petites valeurs de epsilon k pour les petits k, eh bien, c'est le terme ici qui est linéaire en epsilon k qui va dominer. Et quand je vais aller vers les grandes valeurs, ce sera le terme en epsilon k carré. Ici, on est dans le cas où G est positif, carré pulsif. Rho 0 est évidemment positif, donc la pente à l'origine est positive, donc il n'y a aucune instabilité, contrairement à ce qu'on avait vu dans le cas attractif. Donc j'ai quelque chose qui part linéairement et qui finit quadratiquement comme ça. Excusez-moi. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est le régime des ondes sonores, c'est-à-dire les régimes des grandes longueurs d'onde, ou si vous préférez des régimes des petits k. Donc si je me limite aux petites valeurs de k, et petite valeur de k, ça veut dire que le terme dominant, c'est le terme linéaire par rapport au terme quadratique. Donc si je me limite à epsilon k très petit devant g fois rho 0, à ce moment-là, ce que j'ai, c'est que quand je prends la racine carrée de cette équation, j'ai h bar oméga égale donc racine carrée de 2 fois epsilon k que je remplace par sa valeur h bar 2 k2 sur 2m fois g rho 0. Alors les deux s'en vont. Les h bar aussi, puisque j'ai un h bar carré dans la racine que je élimine avec celui-ci. Le k carré, je peux le sortir de la racine, donc j'obtiens quelque chose qui est linéaire, oméga, qui est proportionnel à k, avec une vitesse que j'interprète comme la vitesse du son, petit c, et c, c'est ce qui reste à l'intérieur de la racine, donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste g, rho 0, et puis m. Donc c, c'est racine de g, rho 0, divisé par la masse. Voilà. Donc ça, c'est la relation de dispersion des ondes sonores dans ce milieu. Encore une fois, les ondes de petits vecteurs d'ondes, ou si vous préférez, de grandes longueurs d'onde. Et la vitesse, donc g rho 0 sur m, se raccorde directement à mu à g rho 0, puisque ça, je peux les réécrire, égal à mc2. Si vous prenez le carré de c ici et que vous multipliez par m, vous trouvez mc2 égale g rho 0. Quand on voit apparaître MC2, ça ressemble à de la relativité, c'est un bon moyen pour s'en souvenir. Il n'y a rien de relativiste là-dedans, bien sûr. Ce n'est pas la vitesse de la lumière, c'est la vitesse du son. Voilà, donc ce qu'on vient de trouver, c'est ce que j'ai écrit ici. Dans le régime des petits k, on a des ondes sonores avec une relation de dispersion linéaire, oméga égale ck. Bien. Alors, maintenant, pour introduire la notion de soliton gris, je vais commencer par regarder un problème un tout petit peu plus simple, ou un tout différent en tout cas, qui est le problème suivant. Supposons que j'ai toujours mon gaz en interaction répulsive et qu'au lieu de laisser ce gaz aller de moins l'infini à plus l'infini, je mette une paroi en x égale 0, si bien que le gaz ne peut occuper que la partie positive des x. J'ai une fonction d'onde qui doit s'annuler en x égale 0. Mais asymptotiquement, elle doit reprendre sa valeur racine de rho 0 quand je suis très loin vers les x positifs.
quelle est la solution d'énergie minimale pour ce système? Alors ça, c'est quelque chose qui se calcule simplement. Il faut que j'ai un nœud en x, il faut que ma fonction s'annule en x égale 0, il faut que j'ai un nœud en x égale 0, et puis après, je ne veux plus de nœud, puisque je veux l'état fondamental. Et c'est un problème qui avait été résolu par Pitaïevski. En fait, c'est en partie pour ça qu'il a écrit son équation. Et ce qu'on trouve, eh bien, c'est que la solution d'énergie minimale est très simple. C'est simplement une tangente hyperbolique. Une tangente hyperbolique de kappa fois x, je vais vous dire dans un instant ce que c'est que kappa. Une tangente hyperbolique, je vous rappelle que c'est nul quand x égale 0, tangente x, tangente hyperbolique de x, donc ça satisfait bien un nœud en x égale 0. La tangente hyperbolique tend vers 1 à l'infini, donc j'ai bien une courbe qui croît donc de manière monotone, qui varie de manière monotone entre x égale 0 et x égale l'infini. Et si vous n'êtes pas convaincu, là encore, si les dimanches sont pluvieux, mais là il suffit d'une petite averse, eh bien, vous pouvez vérifier que si vous injectez cette forme-ci dans l'équation de Schrödinger que j'ai écrite, eh bien, vous avez bien une solution. Le mu qui est ici, c'est toujours le même, c'est mu égale g rho 0. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est... Pardon, c'est pas ça que je veux faire. Il faut que je revienne en arrière. Voilà. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est la valeur à mettre pour kappa. Et la valeur à mettre pour kappa, eh bien, elle est directement reliée au potentiel chimique mu. C'est, encore une fois, c'est ce qu'on trouve quand on injecte ça dans l'équation de Schrödinger et qu'on veut que ce soit une solution. Eh bien, on trouve que h bar kappa 2 sur m doit être égal à mu. Donc, dans la chaîne d'égalité que j'ai là, je peux rajouter quelque chose qui est égal à h bar 2 kappa carré sur m. Voilà, alors kappa, ça a la dimension c'est l'inverse d'une longueur. Donc, si je regarde la longueur associée, c'est à un facteur racine de 2 près. Si je prends la définition habituelle, c'est la longueur associée à kappa, c'est 1 sur racine de 2 fois kappa. C'est ce qu'on appelle la longueur de cicatrisation, la longueur de relaxation. En anglais, c'est healing length. Donc cette longueur associée, c'est donc la taille du trou, si vous voulez, qui est créée par la paroi. C'est la distance sur laquelle la fonction d'onde est significativement perturbée par la présence de la paroi. Alors, ayant ça, ce qu'on peut regarder tout de suite, c'est la validité de notre approche de champ moyen. Je vous dis là que la fonction d'onde en présence de la paroi a un trou, et je trouve ça par une approche de champ moyen. Donc cette chose-là sera significative s'il y a effectivement beaucoup de particules qui sont retirées par la paroi, c'est-à-dire si ce trou contenait, en l'absence de la paroi, beaucoup de particules. Si le nombre de particules manquant dans le trou de taille xi est inférieur à 1, il est bien clair que l'approche champ moyen n'est pas valable. L'approche champ moyen, c'est quelque chose qui néglige, si vous voulez, la granularité de la matière pour la remplacer par un fluide continu. Eh bien, cette hypothèse d'un fluide continu n'est valable que si effectivement, sur une échelle de variation de ma fonction d'onde, eh bien, il y a beaucoup de particules en jeu. Donc, si j'écris ça, si j'écris qu'il faut que le trou qui soit fait dans cette fonction-là contienne beaucoup de particules, eh bien, en gros, il faut que je dise que la densité ρ0 fois la longueur xi soit très grande devant 1, c'est ça le nombre de particules qu'il y avait sur une longueur xi. Et ça, eh bien, ça veut dire qu'un paramètre que je vais noter gamma, on note traditionnellement gamma, introduit par Lieb et Lininger il y a bien longtemps, qui est Gm sur h bar 2 ρ0, doit être petit devant 1. Et tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est dans cette hypothèse-là. Je vais supposer que ce paramètre sans dimension est effectivement très petit devant 1, et c'est ça qui autorise à traiter le gaz par une approche de champ moyen. Si ce n'était pas le cas, bien, il faudrait se tourner vers un traitement quantique à n-corps qui serait beaucoup plus compliqué. Bien, donc on sait comment traiter la présence d'une paroi, on a vu son domaine de validité, et maintenant, eh bien, on peut passer au soliton. Au soliton sombre, qui donc va être en fait complètement noir, c'est-à-dire que ça va être un trou de densité complet. On reprend la solution qu'on avait tout à l'heure, donc pour notre paroi, avec le tangent de kappa x ici, et ce qu'on va se dire, c'est qu'on va enlever la paroi, mais on va continuer à imposer à la fonction d'onde d'être nulle en x égale 0. Quelle est la solution du problème? La solution est très simple, il suffit de continuer là avec la tangente de kappa x et de la prolonger du côté des x négatifs, ici. Quand je fais ça, eh bien,
j'ai bien une solution de mon équation de Schrödinger. Hein. J'ai ma fonction d'onde qui est bien continue, sa dérivée est continue, donc c'est une fonction qui est complètement tout à fait éligible, et c'est une solution qui répond au cahier des charges d'avoir un nœud en x égale 0. Donc je fabrique comme ça, comme je disais, un état excité du système, ce n'est plus l'état fondamental, c'est un état excité du système, mais c'est un état qui va être un état stationnaire. Si je prépare ça à l'instant t égale 0, eh bien, je vais pouvoir le garder tout le temps. Alors, cette fonction-là, je vais la garder au tableau, parce qu'elle va quand même nous servir pas mal. Donc le psi soliton, psi de x et de t, je vais l'écrire, donc racine de ρ 0, tangente hyperbolique de kappa x, fois exponentielle de moins i mu t sur h bar. Voilà. Comme ça, on l'aura sous les yeux tout le temps. Avec kappa 2, donc, qui est relié à mu. Alors, ah oui, une chose que je voulais dire, c'est que, bien sûr, là, j'ai mis mon soliton en x égale 0. Vous pouvez faire une translation et mettre ce nœud de la fonction d'onde n'importe où. Vous pouvez vous remplacer kappa x par kappa x moins x0 dans la formule et vous mettez le nœud en x0 plutôt qu'au centre. Ça ne change absolument rien à l'énergie du problème. Bien, alors, regardons ce qui caractérise cette fonction d'onde, donc à la fois la densité et la phase. Donc la densité, c'est simplement le module carré de la fonction qui est écrite ici, donc ça va être une densité en tangente carré kappa x. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire, hein. C'est une fonction qui est évidemment toujours positive, puisque c'est la densité. Elle s'annule en x égale 0 avec une tangente horizontale, puisque j'ai pris le carré d'une fonction qui varie linéairement autour de x ici, et qui tend vers ρ0 asymptotiquement à gauche et à droite. La phase, elle, elle vaut ici, si je la trace pour t égale 0, donc ici j'ai une fonction qui est réelle en t égale 0, je n'ai pas le puissance moins i muté sur h bar, donc j'ai une fonction qui va être positive pour x positif, donc ça c'est une phase nulle, et puis cette fonction va être négative quand x va être négatif, donc ça c'est une phase qui vaut plus ou moins pi, donc là j'ai choisi de la représenter à plus pi, donc ma phase vaut pi sur la partie x négatif, et puis 0 sur la partie x positif avec une discontinuité là. Et encore une fois, j'ai choisi de mettre une fonction d'onde, une phase à plus pi. J'aurais très bien pu la mettre à moins pi. Hein, donc j'aurais très bien pu faire ça, toc, comme ça, ici. Ça aurait été tout aussi légitime. Il y a une discontinuité de plus ou moins pi en x égale 0 pour ce soliton noir qui correspond donc à une déplétion complète, une déplétion complète de ma densité. Bien. Alors, on continue. Maintenant, on va se poser le problème d'un soliton en mouvement. On va chercher à établir la fonction d'onde à prendre si je cherche un soliton qui n'est pas à vitesse nulle, mais qui bouge à une certaine vitesse v. Et on va voir qu'il existe là aussi une solution stationnaire. Alors, il existe une solution stationnaire à une condition. À condition qu'on ne cherche pas à être trop gourmand, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à le faire bouger plus vite que la vitesse du son. Si vous prenez une vitesse v supérieure ou égale à c, en valeur absolue, à ce moment-là, vous ne trouverez pas de solution. On va trouver une solution si on se limite à une vitesse v inférieure ou égale à c. Et cette solution, je vais l'écrire au tableau. Donc, soliton, on va qualifier de gris. Quand il est en mouvement, on va voir dans un instant que la déplétion n'est pas complète. Donc je dis que j'avais une vitesse v qui, en valeur absolue, était plus petite que c. Donc ça encourage à introduire un angle, que je ne sais pas si je l'ai écrit ici, non, mais c'est que je vais appeler alpha, sinus alpha, que je note v sur c. Donc comme je prends une vitesse entre moins c et plus c, je vais prendre mon angle alpha dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et je vais donc poser cosinus alpha égale racine de 1 moins v2 sur c2. Là encore, ça ressemble à de la relativité, mais ça n'en est pas vraiment. C'est simplement ce qu'il faut pour avoir sinus carré plus cosinus carré est égal à 1. Bien, alors, ayant ça, donc, je vous pose cette fonction d'onde, psi de x et de t. Donc je continue à mettre un racine de ρ0 devant, et puis j'ouvre une grande accolade.
Et dans l'accolade, je vais mettre une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle va être proportionnelle à la cosinus alpha. Et puis, ça va être la tangente hyperbolique qu'on avait tout à l'heure, ensuite. Presque la tangente hyperbolique qu'on avait tout à l'heure. Puisque si vous prenez v égale 0, cosinus alpha vaut 1, donc il faut que pour v égale 0, je retrouve ma tangente hyperbolique. Donc ça va être une tangente hyperbolique, mais ça va être une tangente hyperbolique non pas de kappa, mais de kappa indice v. Je vais vous dire ce que vaut kappa indice v tout de suite. Et puis je veux quelque chose qui bouge, donc ce que je vais mettre, ce n'est pas x ici. Je vais peut-être mettre un crochet pour y retrouver dans les parenthèses. Je vais mettre x moins vt. Je veux que ça bouge à la vitesse v. Voilà. Et puis, il y a une partie, maintenant une partie imaginaire qui vient s'ajouter, qui est simplement plus i sinus alpha. Voilà. Et tout ça, c'est multiplié par la puissance moins i mu t sur h bar, traditionnel, avec le mu qui vaut toujours la même chose, je peux le réécrire. Mu est égal à g fois ρ0. Et puis, ce que je dois préciser, c'est la valeur de kappa. Donc, kappa indice v, c'est la valeur de kappa à vitesse nulle fois racine de 1 moins v2 sur c2. Bon, je vais quand même vérifier que je n'ai pas écrit de choses fausses, mais normalement, ça doit être bon. Cosinus alpha plus sinus alpha, tout est là. Voilà. Voilà, donc ça, c'est une fonction d'onde. Je vous dis que c'est solution. Encore une fois, si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Vous prenez votre courage à deux mains, vous injectez ça dans cette équation et vous trouvez que, effectivement, ça marche. Donc ça, on va maintenant le regarder plus en détail, mais ça correspond à ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est, comme on va le voir, c'est un trou de densité qui se propage sans se déformer. Alors, commençons par regarder la densité, puis après on regardera sa phase. Donc la densité, je l'ai tracée ici, ρ de x sur ρ0. Donc cette densité, ce qu'on voit, c'est qu'elle a un trou, effectivement. Voilà, elle a bien un trou, mais ce trou ne va pas à 0. Donc essayons de retrouver pourquoi. Donc pour ça, je me remets au tableau. Quand je calcule le module carré de cette chose-là, je me prends par exemple à l'instant t égale 0 ici, pour ne pas avoir à prendre ça. Donc ça va être la somme du module de la partie réelle au carré. Le module carré de psi, c'est la somme de la partie réelle au carré et la somme de la partie imaginaire au carré. Donc cette partie réelle ici, ça me donne le cos carré alpha fois tangente carré de cette fonction, kappa v de x moins vt. Donc cette chose-là, c'est quelque chose qui va être modulé. C'est ce qui crée, crée la déplétion de la densité. Et cette déplétion, elle est maximum au point x égale vt, donc en t égale 0, elle est maximum en x égale 0, et elle vaut cosinus carré alpha, c'est-à-dire qu'elle vaut 1 moins v2 sur c2. Et puis cette partie-là, donc la partie imaginaire, qui est donc en sinus carré alpha, donc en v2 sur c2, ça, si vous voulez, c'est un fond uniforme qui, elle, n'est pas modulée. Donc ça correspond à ce que vous voyez ici. J'ai une déplétion qui n'est pas complète. En x égale 0, puisque j'ai pris ici l'instant t égale 0, en x égale 0, j'ai un trou de profondeur 1 moins v2 sur c2, et il me reste un v2 sur c2 de densité. Voilà, bon, il n'y a pas à dire plus à ce sujet. Maintenant, la phase. Alors, est-ce que ça marche? Non? Pourquoi ça ne veut plus marcher? Voilà. Maintenant, la phase. Donc la phase, ce que je dois regarder, c'est la phase de cette fonction d'onde ici. Donc je peux mettre en x plus l'infini ou x moins l'infini pour voir ce qui se passe. Si je me mets en x égale plus l'infini, eh bien la tangente hyperbolique ici vaudra 1. Donc je vais trouver cosinus alpha plus i sinus alpha. Donc c'est une phase, et puissance i alpha, donc la phase vaut alpha. C'est ce qui est écrit ici à droite. Si maintenant je vais mettre en x égale moins l'infini, là ma tangente hyperbolique vaut moins 1, donc j'ai moins cosinus alpha plus i sinus alpha, et ça c'est un nombre complexe de phase pi moins alpha. Donc ma phase, dès que la vitesse est non nulle, est en fait une fonction qui est une fonction continue, il n'y a plus le saut de phase que j'avais à vitesse nulle. Ma phase est une fonction continue, et pour une vitesse positive, donc elle part à pi moins alpha, pour finir à alpha, elle varie comme ça. Et si je prends une vitesse négative, au contraire, eh bien ma phase part ici et se raccorde là. Alors,
on peut regarder quelque chose d'intéressant à propos de cette distribution de densité, cette distribution de phase. Déjà, une chose qu'on remarque, c'est que quand la vitesse est nulle, donc j'ai une déplétion complète, j'ai ce saut de phase, quand la vitesse, au contraire, tend vers la vitesse du son, plus c ou moins c, le trou de densité, ici, va disparaître, puisqu'il va aller 1 moins V2 sur C2, donc quand V est inversé, le trou de densité disparaît. Et puis, la phase, également, ici, va devenir de plus en plus uniforme quand la vitesse se rapproche de la vitesse du son, puisque quand je prends une vitesse proche de la vitesse du son, sinus alpha ici, quand V se rapproche de C, sinus alpha se rapproche de 1, donc alpha se rapproche de pi sur 2. Donc le saut de phase que j'ai écrit ici, le saut de phase, c'est ça, c'est simplement la phase en phi plus l'infini, donc alpha moins la phase en moins l'infini, pi moins alpha. Donc c'est ce 2 alpha moins pi. Quand alpha tend vers pi sur 2, eh bien, le saut de phase tend vers 0. Donc ce qu'on voit apparaître, c'est l'idée que ce soliton gris, en fait, quand sa vitesse va se rapprocher de la vitesse du son, eh bien, il va se diluer complètement dans la fonction d'onde continue, et à la fois le trou de densité et la variation de phase vont disparaître. Donc, le soliton peut disparaître il n'est pas protégé, si vous voulez. Il disparaît sans laisser de traces quand sa vitesse se rapproche de la vitesse du son. Ça, c'est une différence notable par rapport au vortex que je mentionnais tout à l'heure, un trou de densité protégé par un enroulement de phase dans un gaz à 2 dimensions, parce qu'un vortex, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, à cause de l'enroulement de phase. Il est robuste. Un soliton gris, lui, si j'ai un moyen de l'accélérer, eh bien, il va disparaître, se diluer complètement dans le milieu homogène. Voilà. Une autre chose que je peux signaler, c'est le nombre d'atomes manquants, c'est-à-dire qu'ici j'ai un trou de densité, donc je peux calculer combien d'atomes il faut enlever pour passer de la densité uniforme à ce trou ici, et le résultat est écrit ici. Le nombre d'atomes manquants, à un facteur numérique près, c'est la densité fois xi, c'est un paramètre qu'on a vu apparaître déjà tout à l'heure quand je regardais le nombre d'atomes manquants au voisinage de la paroi, fois racine de 1 moins V2 sur C2. Donc je retrouve l'idée que quand V tend vers C, finalement, il ne manque plus d'atomes. À vitesse nulle, je retrouve le même résultat que pour la présence de la paroi, mais quand la vitesse du soliton tend vers C, j'ai quelque chose qui tend vers 0. Voilà. Bien, ça termine ce que je voulais vous dire sur la fonction d'onde elle-même du soliton. Et maintenant, donc, je passe à l'énergie et à l'impulsion d'un soliton gris. Et comme vous allez le voir, c'est un problème qui n'est pas complètement trivial. Commençons par l'énergie. Donc, le problème que je me pose là, c'est de savoir quelle énergie il faut fournir au système pour passer de la distribution uniforme à cette distribution avec un trou de densité, ici. Alors, c'est un problème qui n'est pas simple parce que je suis dans une situation où le nombre de particules n'est pas constant. Donc il faut faire attention à la fonction thermodynamique que je vais considérer. Quand on a affaire à un nombre de particules constant, je prends simplement l'énergie initiale moins l'énergie finale et puis j'ai le résultat. Là, je suis dans le cas où j'ai un système qui va perdre des particules, donc il faut que je prenne en compte, que j'utilise la fonction thermodynamique qui prend en compte cette perte de particules. Et la bonne fonction thermodynamique, c'est ce qu'on appelle le grand potentiel, ou l'énergie libre de Landau, qui est écrite ici, c'est E' de psi, ce qui vaut E de psi, c'est l'énergie qu'on calcule à partir de la fonctionnelle de Gross-Pitaevsky, qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, moins mu n, où mu est le potentiel chimique du système, et ce potentiel chimique, il faut que je le voie comme étant finalement le potentiel chimique imposé par un réservoir de l'extérieur qui peut prendre ou mettre des particules pour former le soliton tel que je le veux. Donc, je vais travailler avec cette énergie libre, ici, E' de psi, avec E de psi, qui est donc, encore une fois, l'énergie de Gross-Pitaevsky, donc la partie en énergie cinétique ici, la partie en interaction qui est là, on les a déjà rencontrés plusieurs fois, et j'enlève donc moins mu n de psi, où n, c'est simplement l'intégrale de psi carré. Donc, on se pose ce problème-là. Donc, on prend la solution avec le trou, on prend la solution sans le trou ici,
et on fait donc la différence, puisque je veux l'énergie du soliton, donc ce que j'appelais ES pour E soliton, qui est une fonction du potentiel chimique mu et de la vitesse V. C'est l'énergie libre de l'endo E moins mu n avec le soliton, moins l'énergie libre de l'endo sans le soliton. Donc ici, je mets un psi0, psi0 simplement racine de ρ0, la solution uniforme. Alors, à chaque fois ici, dans E, dans n, dans E de psi0, dans n de psi0, j'ai des intégrales qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc chacune des intégrales prises séparément n'est pas convergente, puisque ma fonction ne tend pas vers 0 à l'infini, ma fonction d'onde. Mais quand vous faites la différence de tout ça, ben, vous récupérez bien des intégrales convergentes. Et donc, quand on fait le calcul, là je vous passe les détails, eh bien on trouve cette expression pour l'énergie libre, ES de mu V, fait intervenir la puissance 3,5 de la fonction mu moins mv2. Ou si vous préférez, hein, je peux toujours ici mettre mu en facteur, et je récupère un 1 moins donc mv carré sur mu, ici, et ça c'est puissance 3,5, et ça c'est mu en facteur 1 moins v2 sur c2, puissance 3,5. Les deux expressions sont... enfin, on utilise l'un ou l'autre selon ce dont on a besoin de faire. Cette chose-là, donc, ça peut aussi se réécrire en fonction du nombre de particules, du nombre de particules manquantes dans le trou du soliton, le ns que j'avais trouvé tout à l'heure. Je vous rappelle que ce ns variait comme racine de 1 moins v2 sur c2. Donc là, j'ai du 1 moins v2 sur c2 puissance 3,5. Donc ça varie comme ns cube avec un préfacteur qui dépend des paramètres du problème. Donc on a une énergie qui est proportionnelle au nombre de particules au cube. Ça, c'est également une relation qu'on avait trouvée pour nos solitons brillants. Mais bon, le contexte n'est pas le même, mais c'est une relation énergie proportionnelle au cube de nombre de particules. Ce n'est pas une surprise de la retrouver là, quand même. C'était quelque chose qu'on avait déjà vu apparaître dans les cours précédents. Alors, je vais peut-être effacer ce que j'ai écrit ici, parce que sinon, ça va m'embrouiller pour la suite. Donc, hop, j'efface, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors, une remarque qui est une remarque de thermodynamique. La fonction ES, qui est donc fonction de mu et de V, c'est une fonction thermodynamique, donc de deux variables thermodynamiques qui sont mu et V. Donc je m'attends à avoir une relation thermodynamique qui est que la dérivée de ES par rapport à mu doit me donner au signe près le nombre de particules. Bah, vous pouvez vérifier que c'est bien le cas. Quand vous prenez la dérivée de ça par rapport à mu, ici vous avez une puissance 3,5, donc quand vous dérivez, vous allez retrouver une puissance 1,5 qui est celui qu'on voit apparaître ici. Et puis par ailleurs, eh bien, je retrouve bien mes cas limites que j'avais déjà énoncés tout à l'heure. À vitesse nulle, c'est là que le coût pour fabriquer le soliton est maximum, parce que c'est là que je creuse le trou le plus profond, puisque ma densité s'annule quand la vitesse est nulle. J'ai un soliton noir. En revanche, quand la vitesse n'est pas nulle, le soliton est seulement gris. La densité ne s'annule pas complètement. Et si je vais vers des vitesses élevées, c'est-à-dire des vitesses qui approchent la vitesse du son, V tend vers plus ou moins C, eh bien à ce moment-là, mv2 tend vers mu et l'énergie tend vers 0. Donc je retrouve bien l'idée que quand la vitesse s'approche de C, tout disparaît. Il n'y a plus aucune trace du soliton quand la vitesse atteint C. Bien. Donc ça, il fallait faire attention, prendre la bonne fonction thermodynamique, mais c'était relativement simple. Maintenant, passons à l'impulsion. Et là, l'impulsion, comme on va le voir, c'est là que vraiment il faut faire attention à bien comprendre les objets qu'on manipule. Au début, ça commence simplement. L'opérateur impulsion en physique quantique, on le connaît, c'est moins IH bar dérivé par rapport à x. Donc, si vous me donnez une fonction d'onde psi, et si je dois calculer son impulsion moyenne, eh bien, ce que je dois faire, c'est simplement prendre la valeur moyenne de cet opérateur impulsion dans la fonction psi que vous m'avez fournie. Donc, ça va être cette impulsion moins IH bar, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi étoile dérivée par rapport à x de psi dx. Bien. J'ai la fonction d'onde psi, elle est écrite au tableau là-bas. Je peux l'injecter dans cette formule et je trouve ce qui est écrit sur la diapositive ici. Je trouve une impulsion qui vaut h bar rho 0, avec un facteur moins 2 ici, et puis des termes qui dépendent de la vitesse. Un premier terme qui est linéaire en vitesse, v sur c, et puis un deuxième terme qui est en racine de 1 moins v2 sur c2. Bien. Et quand je regarde finalement les zones x ici qui contribuent à l'intégrale, quand j'injecte la fonction qui est écrite au tableau, eh bien, ce que je vois, c'est que la seule contribution à cette impulsion, elle est locale. C'est-à-dire que si je prends un point x, x-
qui est suffisamment à gauche du centre de soliton. Et quand je dis suffisamment à gauche, ce que je veux dire, c'est que je le prends à quelques kappa v moins 1, de telle sorte que ma tangente hyperbolique vaut à peu près 1, ou moins 1 si je me mets à gauche. Et puis si je prends un point x plus suffisamment à droite pour que, en ce point-là, la tangente hyperbolique vaille à peu près plus 1, eh bien, ce que je vois, c'est que finalement, la seule contribution qui va venir à mon intégrale, c'est cette partie, je vais laisser allumer, c'est cette partie entre x moins et x plus, cette partie locale, si vous voulez, qui contribue à l'impulsion. Donc cette impulsion que je calcule ici, dont le résultat est écrit ici, je vais l'appeler P locale. Bien. Maintenant, je dis j'ai une fonction thermodynamique, alors peut-être je n'aurais pas dû utiliser le mot thermodynamique, parce que parfois ça fait peur. J'ai une fonction qui est dans un formalisme lagrangien tout à l'heure, avec une fonction des variables conjuguées ns et mu, par exemple. Quand je dérive par rapport à mu, j'obtiens ns. Et de la même façon, quand vous faites le formalisme de Lagrange, la variable conjuguée à la vitesse, c'est l'impulsion. Donc il y a un autre moyen de calculer l'impulsion dans ce problème, qui est de se dire, eh bien, je vais calculer des par rapport à l'impulsion, que j'appelle canonique, et je dois trouver la vitesse. C'est ce qu'on obtient en formalisme de Lagrange. La vitesse, c'est la dérivée de E par rapport à l'impulsion canonique. Et cette relation-là, eh bien, je peux l'inverser pour calculer cette impulsion canonique. C'est-à-dire que je peux me placer à mu égale constant, puisque c'est ça que je dois faire quand je prends cette dérivée partielle. Et donc V, ça va être DES sur dP. Et si je fais passer V au dénominateur et P au numérateur, j'ai D de P canonique, c'est DES divisé par la vitesse, ou encore DES sur dV à mu constant fois dV sur V. C'est juste des petites manipulations. Donc ça, je peux l'intégrer, puisque je vous ai donné tout à l'heure la relation de l'énergie à fonction de la vitesse. Donc ça, je peux l'intégrer. J'ai besoin de fixer une constante d'intégration, mais là, je dirais que je sais ce que je vais faire, puisque je sais que quand la vitesse est égale à la vitesse du son, le soliton a complètement disparu, donc je n'ai plus d'impulsion dans mon système. Donc je vais fixer la constante d'intégration à 0 quand je prends une vitesse égale à la vitesse du son, et je peux donc faire ce calcul, puisqu'encore une fois, je connais ES en fonction de V. Je le réécris ici, ES en fonction de V, au cas où vous l'auriez oublié. Je le calcule, et je trouve une impulsion canonique qui n'est pas égale à l'impulsion locale. Donc là, je suis un petit peu embêté. La différence entre les deux n'est pas compliquée. La différence entre P canonique et P local, c'est simplement h bar ρ 0 fois delta phi, où delta phi, c'est la variation de phase du soliton entre moins l'infini et plus l'infini. Donc delta phi, je vous rappelle sa définition, c'est phi plus l'infini, moins phi moins l'infini ici. Voilà, donc je me retrouve avec deux impulsions, P canonique d'un côté et P local de l'autre. Et la question, qui a quand même fait couler pas mal d'encre, c'est pourquoi ces différences entre l'impulsion canonique et l'impulsion locale. Et pour ça, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu. Et je vais vous proposer deux manières pour expliquer cette différence. La première, ça va être de se dire, supposons que j'ai un condensat initialement qui occupe tout l'espace entre moins l'infini et plus l'infini, densité uniforme, phase uniforme, et je vais me poser la question de l'impulsion que je dois apporter au système pour générer un soliton dans ce système. Mais attention, cette impulsion que je vais apporter au système, je veux que ce soit une impulsion physique. C'est à ça que ça sert le formalisme de Lagrange, c'est à me dire, si je fais une translation qui a un sens physique sur mon système, quelle est l'impulsion que je dois fournir pour générer la vitesse. Donc, ce que j'entends par dire que je veux l'impulsion que c'est générée par une action physique, eh bien, ça veut dire que la seule chose que je sais faire, c'est agir sur une région qui peut être éventuellement grande, mais finie. Je ne peux pas agir sur tout l'espace qui va de moins l'infini à plus l'infini en une seule fois. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais supposer que j'ai un dispositif dans mon laboratoire qui me permet de creuser le bon trou de particules ici, et puis d'imprimer le profil de phase qu'il faut au voisinage de ce trou sur une zone qui peut être très grande, mais qui doit être finie. Donc j'imprime le profil de phase sur un segment beaucoup plus long que l'intervalle x moins x plus, mais encore une fois, ce segment est fini. Donc quel est le produit de ça ? Eh bien, le produit de ça, une fois que j'ai
avec mon système physique que je ne précise pas, mais vous verrez tout à l'heure comment est-ce que les gens s'y prennent en pratique dans les laboratoires, quel est le produit de ça? Une fois que j'ai utilisé ce système physique que je n'ai pas précisé. Eh bien, j'ai donc une densité qui est uniforme, sauf au voisinage de x égale 0, où j'ai créé le trou qui m'intéresse. Et puis j'ai une phase qui est ce qu'il faut au voisinage de la position du soliton ici, et puis qui doit se raccorder à la phase initiale au bout d'une longueur, moins L ici ou plus L ici. Encore une fois, je ne peux pas agir d'emblée de moins l'infini à plus l'infini, j'agis sur un segment de taille de 2L ici, entre moins grand L et plus grand L. Et donc la question, c'est quelle est l'impulsion que je dois fournir pour passer du condensat uniforme à ce système-là, qui est proche du soliton, mais encore une fois, je n'ai pas pu manipuler ma phase arbitrairement loin. Eh bien, je prétends que l'impulsion à fournir, c'est exactement P local plus h bar rho 0 phi de x- moins phi de x plus, c'est-à-dire que l'impulsion à fournir, c'est l'impulsion canonique. Alors, pour vous montrer ça, je vais le faire au tableau, parce que c'est un petit peu subtil. Et ça permet finalement de comprendre cette différence initiale entre l'impulsion locale et l'impulsion canonique. Je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus de place. Enfin, je vais faire ça aussi. Alors, l'impulsion à fournir, donc P fourni, eh bien, je vais la calculer en utilisant la valeur moyenne de l'impulsion, mais pour la fonction d'onde qui est représentée au tableau, ici. Donc, je vous rappelle que cette impulsion, c'est l'intégrale sur tout l'espace de moins IH bar, psi étoile, dérivée par rapport à x de psi. Et donc, j'ai une intégrale sur tout l'espace, et je vais découper cet espace en 5 morceaux. Le premier morceau, c'est un morceau qui va de moins l'infini à moins L. Sur ce morceau-là, il ne s'est rien passé du tout. Je vous l'ai dit, la densité est constante, et la phase, c'est la phase d'origine. Mon système physique n'a pas été capable d'aller toucher ce qui se passe au-delà de moins L. Ensuite, j'ai l'intégrale de moins L au point x-. Ensuite, j'ai l'intégrale de x- à x+. Ensuite, j'ai l'intégrale de x+ à plus grand L. Et puis ensuite, j'ai l'intégrale de plus grand L à plus l'infini. Et ce que j'intègre, c'est donc la fonction moins IH bar, psi étoile, dérivée par rapport à x de psi, dx. Voilà. Alors, que penser de cette intégrale? Bien, eh bien, comme je dis, entre moins l'infini et moins L, rien ne s'est passé. Donc, ma fonction d'onde, il n'y a rien qui varie, ni la phase, ni la densité. Donc, cette chose-là est nulle sur l'intervalle moins l'infini moins L. Et de même, quand je prends l'intervalle qui va de plus L à plus l'infini, rien ne s'est passé. Donc, la première intégrale ici et la dernière ici, je peux les oublier. L'intégrale du milieu, l'intégrale de x- à x+, eh bien ça, c'est précisément ce que j'ai appelé P local. Entre x- et x+, j'ai la fonction d'onde de mon soliton que je veux, du soliton que je veux, et j'ai imprimé ce qu'il faut, donc tout va bien. Je retrouve mon P local. Donc tout ce qu'il faut, c'est comprendre ce qui se passe entre moins L et x- et x+ et plus L. Alors, pour x, qui est donc entre moins L et x- et entre x+ et plus L, quand je vais devoir calculer psi étoile dx psi, ce que je vois, c'est que psi, en fait, il a la bonne amplitude. Donc le psi de x qui vaut racine de rho 0, et la seule chose qui varie dans l'espace, c'est sa phase, puissance i phi de x, puisque cette phase doit partir de la bonne valeur, juste en x- ou en x+, elle doit partir de la valeur que je veux pour le soliton, et elle doit tendre vers la valeur initiale, donc on peut mettre à 0 par exemple, en moins L et en plus L.
Donc quand je calcule dx psi, cette chose-là, ça va être racine de ρ 0 i dx de phi, et puissance i phi x. Et si vous préférez, moins i h bar psi étoile dx psi, toujours dans cette région, hein, seulement dans la région moins L, x moins et x plus L. Cette chose-là, ça vaut donc, j'ai i ici qui s'est multiplié avec le moins i h bar, donc qui fait un plus 1 h bar. Psi étoile, ça va me faire un ρ 0 quand je multiplie avec le racine de ρ 0, et puis dx phi. Et donc, j'en déduis que l'intégrale de moins L moins à x moins de plus l'intégrale, enfin celle-là, oui, par exemple, de moins i h bar psi étoile dx psi, dx, c'est h bar ρ 0 fois l'intégrale de la dérivée de la phase, donc l'intégrale d'une dérivée, c'est simplement la valeur de la fonction aux bornes, donc phi de x moins phi de moins L. Et puis je vais faire la même chose pour le morceau entre x plus et plus L. Et finalement, ce que je trouve, c'est que P fourni, c'est l'intégrale du milieu qui valait P local, plus l'intégrale de ces deux morceaux, moins L à x moins et x plus à L. Et l'intégrale de ces deux morceaux me donne donc h bar ρ 0, ce premier morceau-là, phi de x moins moins phi de moins L. Et puis le deuxième morceau me donnera un phi de plus L moins phi de x plus. Alors, phi de L et phi de moins L, ils sont égaux, hein, puisqu'encore une fois, c'est la valeur qu'avait la phase, puisque je n'ai pas touché à la phase au point grand L et au-delà. Donc cette chose-là, ça s'annule. Et ce qui me reste, eh bien, c'est exactement ce que j'ai écrit sur la diapositive, ici. P fourni, c'est P local plus h bar ρ 0 phi de x moins moins phi de x plus, c'est donc l'impulsion canonique. Voilà. Donc ça, c'est une première version, une première manière de comprendre pourquoi il y a cette différence et pourquoi c'est l'impulsion canonique qui est intéressante. L'impulsion canonique, c'est ce qui correspond à ce que je suis capable de faire physiquement sur le système. Et c'est celle qu'on utilisera quand tout à l'heure on regardera comment est-ce que le système répond quand on agit avec une force. Alors il y a dans la littérature, en fait, ce raisonnement-là, on le voit très peu. Un raisonnement qu'on voit beaucoup plus, ça consiste à dire, changeons la géométrie. C'est compliqué, ces impulsions canoniques sur une droite. Donc plutôt que de regarder ce qui se passe sur une droite, on va se mettre sur un anneau. Alors si on se met sur un anneau, la situation est un petit peu différente parce qu'à ce moment-là, on doit avoir des conditions limites périodiques. Si je prends un psi de x qui est défini sur un anneau comme ça, ce que j'ai appelé les points grand L tout à l'heure, finalement, ils se raccordent. Hein. Enfin, là, je l'appelle ici L sur 2. Ma fonction d'onde doit être monovaluée, donc je dois avoir des conditions limites périodiques sur cet anneau. C'est ce que j'ai écrit ici. Psi de L sur 2 doit être égal à psi de moins L sur 2. Supposons que j'imprime un soliton ici, et je suppose que l'anneau est très très grand, donc la taille du soliton est toute petite par rapport à la taille de l'anneau ici. Donc les points x- et x+, que j'avais représentés tout à l'heure, ils sont ici de part et d'autre de mon soliton là. Puis mon soliton peut bouger à une vitesse v. Donc quel est le profil de phase que je peux avoir sur un anneau comme ça? Eh bien, je vais retrouver mon profil de phase ici en fonction de x, donc avec moins L sur 2 ici et plus L sur 2 là. Et ici, donc, cette variation de la phase, le delta phi que j'ai déjà écrit, hein, ce phi de x moins phi de x plus, c'est celui qui est représenté là. Et puis, comme je dois avoir des conditions limites périodiques, là, je n'ai pas le choix, ou plutôt, je n'ai pas beaucoup de choix. Ce qu'il faut, c'est que ma phase se raccorde ici, il faut qu'elle prenne la même valeur. Alors, je vais revenir là-dessus sur la même valeur, c'est presque la même valeur, là et là. Et donc, ce que vous voyez apparaître, c'est que je dois avoir forcément un gradient de phase sur l'anneau. En plus du gradient de phase que j'ai forcément au niveau du soliton, j'ai également un gradient de phase qui doit s'installer entre x- et puis L sur 2 ici, et puis de nouveau un gradient de phase ici pour retourner à x-. C'est ce gradient de phase que vous voyez ici. Et si vous avez un gradient de phase, ça veut dire que vous avez une vitesse, puisque je vous rappelle qu'en physique quantique, la vitesse c'est relié à la phase par v égale h bar sur m fois le gradient de phase. Donc ça veut dire que vous avez une vitesse, donc vous avez un courant qui circule dans l'anneau. En plus du mouvement de particules lié au mouvement du soliton, vous avez un courant, alors en anglais on l'appelle backflow, j'ai traduit par contre-courant ici, vous avez un contre-courant qui circule dans l'anneau.
Et l'impulsion canonique donc, doit être la somme de l'impulsion locale, toujours elle, celle que je calcule ici, plus l'impulsion qui est associée à ce contre-courant, qui vaut toujours la même chose quand on fait le calcul. Le calcul est vraiment similaire, le calcul de l'impulsion liée à cette variation de la phase ici et puis là, c'est un calcul très similaire à celui que j'ai fait au tableau, et on trouve donc que l'impulsion du contre-courant, c'est moins h bar au 0 delta phi. Alors je vous ai dit, la phase devait être égale en moins L sur 2 et plus L sur 2, c'est presque vrai, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que quand je suis dans un anneau, je peux avoir, en plus de la solution, les deux phases sont égales, je peux avoir des phases qui diffèrent de 2π. Ça ne changera pas ma fonction d'onde, puisque si je prends une fonction d'onde et que j'ajoute 2π à sa phase, je retrouve sur la même fonction d'onde. Donc, il faut faire attention, l'impulsion du contre-courant, c'est moins h bar au delta phi modulo 2π. En d'autres termes, si je fais mon dessin là, eh bien, je pourrais très bien prendre une variation de phase qui est comme ça, puis au lieu d'aller me raccorder en 0 ici, je peux aller me raccorder ici à une distance de 2π. C'est tout à fait légitime. Ça veut dire que, en plus du mouvement du soliton dans l'anneau, j'ai un courant qui circule, un courant quantifié, qui est donc caractérisé par ce 2π. Puis je vous ai fait ça, mais j'aurais très bien pu le mettre dans l'autre sens. J'aurais très bien pu, alors je vais mettre du vert là maintenant, j'aurais très bien pu faire ça, puis aller me mettre ici et mettre un 2π là. Ça aurait aussi été légitime. Voilà. Donc il y a quand même un peu plus de flexibilité dans un anneau. Il ne faut pas oublier ce modulo 2π que j'ai mis ici. Mon dessin n'est peut-être pas très correct là, oui, mais bon, vous voyez l'idée. Voilà, il faudrait l'arranger pour avoir des choses plus douces. Mais bon, l'idée est là. Dans un anneau, il y a cette égalité entre l'impulsion canonique et ce que j'ai écrit avant, se fait modulo 2π à cause des conditions limites périodiques. Voilà. Une chose que je voudrais signaler encore, c'est la masse effective d'un soliton, qui est une quantité qui va nous servir dans un instant. Il y a pas mal de manières de définir la masse effective dans le formalisme lagrangien, toutes équivalentes. Donc ici, je les ai toutes écrites. L'une ou l'autre peut servir selon la configuration. Donc vous pouvez prendre la dérivée seconde de l'énergie par rapport à l'impulsion canonique. Vous pouvez dériver l'impulsion canonique par rapport à la vitesse. Vous pouvez dériver l'énergie par rapport à la vitesse et remettre un survey ici. Tout ça, ça vous donne la même chose. Et le résultat, eh bien, c'est que la masse associée au soliton, la masse effective du soliton, c'est 2 fois la masse d'une particule individuelle fois le nombre de particules dans le soliton. Alors, je vous rappelle que le nombre de particules dans le soliton, c'est un nombre de particules manquant, c'est un trou, donc le nombre de particules ns est négatif, donc la masse effective est elle-même négative. Alors, le fait que la masse effective dépende de la masse d'une particule et du nombre de particules, ça n'a rien de bien surprenant. Ce qui peut être plus étonnant, c'est le facteur 2. A priori, on aurait pu se dire, on attend ms égale petit m, la masse d'une particule, fois ns. Pourquoi y a-t-il un facteur 2 là? Alors, ce facteur 2, on peut le comprendre assez simplement, au moins dans un cas limite, qui est dans le cas où je me place proche de la vitesse v égale 0. Je suppose que je démarre à v égale 0, et je cherche à passer à une vitesse delta v très petite devant la vitesse du son. Et je vais utiliser la formule qui est écrite ici. Je vais utiliser celle-là. Donc je regarde de combien est-ce que je dois augmenter l'impulsion canonique, ici, pour m'accommoder d'une vitesse delta v. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est que la variation d'impulsion locale, delta p locale, c'est ms petit m fois ns fois delta v. Donc si avec elle, bien, la masse effective, ce serait petit m fois ns. Mais en fait, comme vous le savez maintenant, il y a aussi le contre-courant que je dois générer quand j'agis sur mon système. Et il se trouve que le contre-courant me donne une contribution égale, petit m fois ns. Donc, l'impulsion canonique, la variation d'impulsion canonique, c'est 2 fois m ns fois delta v. Et donc, quand vous faites le rapport delta p canonique sur delta v, pour appliquer la formule qui est écrite ici, eh bien, vous trouvez le facteur 2 qui est ici. ms, c'est 2 fois petit m fois ns. Et ce facteur 2, vous allez voir comment est-ce que dans l'expérience, on le retrouve directement. Comment est-ce qu'on peut le mesurer, si vous voulez, ce facteur 2. Bien. Alors, je passe à la troisième partie, qui est donc regarder la dynamique des solitons gris. Et où vous allez voir justement ce facteur 2 à l'œuvre. Et ce que j'aimerais commencer par faire, c'est
expliquer que ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer donc un condensat qui n'est pas infini, mais qui est de grande extension, et que dans une géométrie de ce type, eh bien, on peut considérer le soliton comme une quasi-particule. Une quasi-particule à laquelle donc, on s'est donné une masse, on s'est donné une impulsion, on s'est donné une vitesse, on s'est donné une énergie, et donc on peut traiter ce soliton comme une particule et écrire pour ce soliton une équation fondamentale dynamique, un principe de Newton, si vous voulez. Alors pour ça, donc, il faut que je précise les conditions dans lesquelles je me place. Je suppose que j'ai un potentiel V de x qui est ici. Alors là, je l'ai pris harmonique. Ça pourrait être autre chose, mais j'ai pris harmonique. Donc il est nul en x égale 0. Et puis il croît comme x carré de part et d'autre. Je suppose que j'ai un condensat dans lequel j'ai mis vraiment beaucoup d'atomes. Donc ce condensat, je peux le décrire en bonne approximation à la limite de Thomas Fermi. C'est-à-dire que pour la plus grande partie du condensat, eh bien, la densité est grande, elle varie lentement, et donc je peux, en fait, dans mon équation de Schrödinger non linéaire qui me définit la forme d'équilibre de ce condensat, je peux négliger le terme d'énergie cinétique et dire simplement que la forme d'équilibre du condensat, ça résulte de l'équilibre entre les forces de répulsion entre atomes, qui tendent à faire occuper à l'atome le plus d'espace possible, et puis le potentiel de confinement, le potentiel qui est en pointillé ici, V de x sur cette figure, qui tend à ramener les particules vers le centre. Et donc c'est ça cette limite de Thomas Fermi. On se contente de dire que l'équilibre ne vient que de ces deux termes-là. On néglige le terme d'énergie cinétique. Et à ce moment-là, eh bien, la distribution de l'équilibre est très simple. C'est simplement que G fois ρ de x, l'énergie d'interaction locale, plus V de x, le potentiel local, eh bien, tout ça c'est constant, ça ne varie pas sur toutes les extensions du condensat. Alors, c'est une approximation qui est bonne, sauf sur les bords. C'est-à-dire que, vous voyez, si je prends un potentiel harmonique, donc si V de x est une parabole, eh bien, je m'attends à trouver pour G ρ de x une parabole inversée, puisque la somme de ρ et de V doit être constante. Donc, c'est bien ce que j'ai ici, sur ce dessin, sauf dans les extrêmes L. Si c'était vraiment une parabole inversée, ça devrait tomber comme ça. Et en fait, dans cette région-là, dans cette région-ci, eh bien, l'énergie cinétique devient, enfin, la densité a chuté, l'énergie cinétique devient significative, et donc là, il faut changer un petit peu de traitement. Mais notre soliton, on ne va pas lui laisser la possibilité d'aller explorer ces régions périphériques. Là, on va se contenter d'avoir un soliton dans cette partie-là, et donc l'approximation de Thomas Fermi est bonne, tout ce qui va suivre. Donc le soliton, ben voilà, je suppose que je l'ai créé. Il est là, c'est ce trou. Donc le trou n'est pas complet, donc il n'est pas à vitesse nulle. Là, il a une certaine vitesse. Et je me demande comment est-ce qu'il évolue. Quel est le mouvement du soliton dans cette configuration? Et je vais donc, pour traiter ce mouvement, eh bien, je vais faire une approximation de densité locale. Je vais utiliser le fait que l'extension du soliton ici, le kappa, kappa-1, kappa-v-1, qui est encore écrit au tableau, je vais supposer que ce kappa-1 est très petit devant la taille du condensat, qui est cette distance-là. Et donc, localement, le soliton voit un condensat quasiment uniforme, mais le potentiel chimique que voit le soliton, ce n'est pas le potentiel chimique central μ0, c'est le potentiel chimique en ce point-ci, qui vaut donc μ0 moins V de x. Donc, dans toutes les équations qui précèdent, là où vous aviez un potentiel chimique μ, eh bien, je vais mettre un potentiel chimique μ de x, qui est le potentiel chimique local de mon condensat, compte tenu de la présence du potentiel de piégeage. Bien. Et pour écrire l'équation du mouvement du soliton, eh bien, on va donc simplement faire comme on fait toujours en mécanique, on écrit la conservation de l'énergie totale, énergie donc liée à la vitesse, et puis énergie liée au terme d'énergie potentielle. Donc, je vais faire ça au tableau. L'énergie E de x et de v, c'est donc l'énergie du soliton au point μ de x et à vitesse v, avec μ de x égale μ0 moins v de x. Et je me pose la question, donc, quel est le mouvement du soliton? Donc, je vais me faire de la place. Et donc, j'écris la conservation de l'énergie.
Donc, j'ai un E avec un x qui dépend du temps, une vitesse qui dépend du temps, qui est donc égale à ES de mu de x et de qui dépend du temps, et puis ma vitesse v qui dépend du temps comme ça. Voilà. Et je vais écrire que dE sur dt égale 0. Donc, je vais prendre donc mes dérivées partielles de ES ici, puisque j'ai une dépendance temporelle à la fois pour la première variable et pour la seconde. Donc j'ai 0 qui va être égal à, prenons la dérivée par rapport à la première variable, donc je sors un DES sur d mu à vitesse constante, fois la dérivée de d mu sur dx, fois la dérivée de dx sur dt. Ça, c'est la contribution du premier terme. Et puis le second, donc ça va être un DES sur dV à mu constant fois dV sur dt. Bien, alors dans le premier terme, DES sur d mu à V constant, ben, ça on l'a vu passer tout à l'heure, c'est le nombre de particules. Ça doit être écrit là-haut. Oui, c'est ça, c'est la relation de droite là-bas. C'est le nombre de particules au signe près, moins ns, c'est le nombre de particules dans le soliton. d mu sur dx. Alors d mu sur dx, mu, il doit être écrit ici, c'est mu 0 moins v de x. Donc d mu sur dx, c'est moins dv sur dx. En d'autres termes, c'est la force f de x qui agit sur une particule. dx sur dt, bah, ça c'est la vitesse. Donc ça, j'ai dit que c'était la force f. Ça, c'est la vitesse, dx sur dt. DES sur dv, donc DES sur dv, il est écrit là-haut, c'est ms fois la vitesse. Et puis dv sur dt, bah, c'est l'accélération, c'est ça qui m'intéresse puisque je cherche l'équation du mouvement. Voilà, donc quand je mets tout ça ensemble, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je trouve moins ns, la force f de x fois la vitesse, plus ms fois la vitesse fois dv sur dt égale 0, ou si vous préférez, je peux évidemment simplifier par la vitesse ici, ms fois dv sur dt égale ns fois f de x. Voilà. Et c'est ça l'équation du mouvement de mon soliton. C'est une équation de type équation de Newton, avec une masse fois dv sur dt, fois l'accélération, égale à la force qui agit sur le soliton, qui est simplement le nombre de particules dans le soliton, fois la force individuelle sur chaque particule. Alors vu comme ça, c'est une relation qui fait sens. Il faut se souvenir que c'est une relation dans laquelle à la fois ms et ns, donc la masse et le nombre de particules, sont tous les deux négatifs. Donc même si le soliton, au bout du compte, a l'air d'aller dans le sens qui est intuitif, il faut se rappeler qu'il va dans le sens intuitif, mais c'est parce que c'est deux signes négatifs qui se sont compensés. Ça, c'est juste une petite remarque en passant. Voilà, donc on connaît l'équation du mouvement de notre soliton. Bien, et vous allez voir comment est-ce qu'on met ça en pratique. Donc comment est-ce qu'on s'y prend en pratique pour étudier ces solitons? Alors, ces solitons gris ont été vus en fait avant les solitons brillants, dans des expériences faites à Hanovre et puis au NIST à Gaithersburg. La manière utilisée par les chercheurs pour préparer les solitons, en fait, elle n'a pas changé depuis. Ça consiste essentiellement à faire la chose suivante. Quand on veut préparer un soliton et un seul, ça consiste à prendre un condensat donc, qui est très allongé, comme ceci. Donc on va traiter comme un système unidimensionnel. Et puis, on va imprimer une phase, pi, sur une moitié du condensat. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on éclaire la moitié du condensat, donc en l'occurrence la moitié gauche ici, on l'éclaire par un faisceau laser qu'on va mettre très loin de résonance, de telle sorte qu'il ne va pas y avoir d'émission spontanée induite par ce faisceau laser, mais ce faisceau laser va déplacer légèrement les niveaux d'énergie des atomes. Et donc un atome soumis à ce faisceau laser, donc un atome dans la partie gauche, va voir sa phase défiler
comme est puissance moins i V0 t sur h bar, où V0 c'est le potentiel, donc le déplacement d'énergie créé par le faisceau lumineux. Et si on se débrouille pour choisir une durée tau d'application de ce faisceau lumineux telle que V0 tau sur h bar est égal à pi, donc je vais avoir ici puissance moins i pi qui vaut moins 1, et comme ça, bien, j'aurai donc une phase de pi sur sa partie de gauche, alors que la phase ici sera restée à 0 sur la partie de droite. Alors quand on fait ça, on a donc imprimé la bonne phase pour le soliton, on n'a pas encore créé le trou. Le trou, en fait, il se crée un petit peu tout seul. C'est-à-dire que comme vous avez une phase qui va varier très rapidement dans la région limitrophe, là, eh bien, ça va mettre les particules en mouvement. Donc vous avez une onde de densité qui va se créer, qui va se propager dans le milieu. Donc cette onde de densité, vous la voyez ici. Donc là, il faut lire le temps va de bas en haut. Donc l'onde de densité est ici à gauche, et puis elle se propage rapidement, elle sort du condensat, et ce qui reste, là où il y avait des atomes, et les atomes sont partis dans cette onde de densité, il reste un trou qui correspond au condensat. Donc voilà comment est-ce qu'on fabrique en pratique un condensat noir ou un condensat gris, selon la valeur de la phase qu'on applique avec ce potentiel, c'est-à-dire selon le temps qu'on laisse pour ce potentiel, le temps d'action de ce potentiel. Alors, au début, les expériences faites sur ces solitons gris ont mis en évidence les solitons, mais les solitons avaient une durée de vie extrêmement courte parce que la température n'était pas très bien contrôlée dans ces expériences. Donc très rapidement, les solitons étaient accélérés et puis disparaissaient. Je rappelle que ces solitons sont des états excités du système. Donc si vous avez un système un petit peu chaud, eh bien, le système va avoir tendance à diffuser des phonons sur les solitons et à éjecter les solitons du condensat. Ensuite, une dizaine d'années plus tard, on a su préparer des solitons dans des environnements beaucoup plus froids. Et là, à ce moment-là, les solitons ont des durées de vie très longues, supérieures à la seconde, et on peut faire vraiment des études. Donc là, je vous montre une étude qui a été faite à Hambourg, dans le groupe de Klaus Seinstok, où ils ont préparé un soliton, vous voyez, un peu à gauche là, du centre du condensat, et puis ils ont regardé ce soliton bouger dans le condensat, et ils ont vu qu'effectivement, le soliton allait bouger dans le condensat, puis revenait, donc il faisait des oscillations dans le condensat. Alors, est-ce qu'on peut comprendre les oscillations et est-ce qu'on peut comprendre leur fréquence d'oscillation? Et c'est là qu'on va utiliser l'équation du mouvement qu'on a obtenue au tableau tout à l'heure. Cette équation du mouvement, je l'ai réécrite ici, c'est ms dv sur dt égale ns fois f de x. F de x, eh bien là, je vous ai dit, c'est la force qui agit sur une particule au point x. Donc là, je suis dans un potentiel harmonique. C'est donc moins petit m oméga 2x. Petit m, c'est la masse d'une particule. ms, je vous ai dit, attention, ce n'est pas petit m fois ns, c'est 2 fois petit m fois ns. On a vu l'origine de ce facteur 2, au moins à petite vitesse. C'était les contributions égales des deux impulsions, l'impulsion locale et l'impulsion due au contre-courant. Donc, quand vous injectez cette force, la force f de x, la valeur de la force f de x ici, et puis le résultat pour ms ici, eh bien, ce que vous voyez, c'est que vous avez le facteur 2 qui ne disparaît pas, et vous vous retrouvez avec dv sur dt égale moins oméga 2 sur 2x. Là où pour une particule élémentaire, vous auriez dv sur dt égale moins oméga 2x. Ça, c'est pour une particule élémentaire. Mais pour le soliton, vous voyez, il y a ce facteur 2 qui reste. Ce facteur 2, encore une fois, c'est l'existence du contre-courant qui me le donne. Donc j'en déduis que la fréquence d'oscillation que j'attends pour mon soliton ne va pas être oméga, mais va être oméga sur racine de 2. Ou si vous préférez, la période attendue pour les solitons, ça va être racine de 2 fois 2pi sur oméga. Eh bien, quand vous regardez cette expérience-là, vous trouvez qu'effectivement, il y a bien un facteur racine de 2 de différence entre la période d'oscillation des particules dans le puits de potentiel et puis la période d'oscillation du soliton. Donc ça, c'est indirectement une très belle manifestation de ce contre-courant, c'est ce facteur racine de 2. Voilà. Alors, je ne vais pas vous décrire beaucoup d'expériences faites sur les solitons gris, parce que le temps passe, mais il y en a une quand même que je veux signaler, c'est la collision entre deux solitons gris. Ça, c'est une expérience qui a été faite à Heidelberg il y a quelques années. Alors, les chercheurs, là, il faut générer donc une paire de solitons, et les chercheurs, pour générer une paire de solitons, ils ont pris de la manière suivante. Ils ont pris un potentiel harmonique, en pointillé sur cette figure, auquel ils ont superposé un potentiel périodique.
un réseau optique, mais un réseau de grands pas, de pas de plusieurs microns. Et donc le potentiel résultant, la somme du potentiel harmonique et du réseau périodique, eh bien c'est un potentiel qui a au voisinage de 0, ici, deux minima locaux, celui-ci et puis celui-là. Et on met un condensat dans ce potentiel et on génère un condensat à deux lobes. Les deux lobes sont cohérents entre eux, parce que la densité ne s'annule pas entre les deux lobes, mais j'ai un condensat à deux lobes séparés par environ 5 microns. Et puis à un instant donné, on va éteindre le réseau périodique, c'est-à-dire qu'on va passer du potentiel en très plein au potentiel en continu. Les deux lobes vont se rapprocher l'un de l'autre, vont collisionner, et on peut montrer que si on choisit bien les nombres de particules, les vitesses de collision, eh bien ça génère une paire de solitons. Voilà ce qu'on voit. La paire de solitons, donc ça c'est donc le temps qui s'écoule de gauche à droite. Ce que vous avez ici, c'est donc l'axe X sur lequel on voit le système. Et donc ce que vous voyez, c'est que les solitons, eh bien, ça correspond aux traits noirs sur ce dessin-là, et on les voit donc qui oscillent en fonction du temps, leur position oscille, et ils entrent en collision les uns avec les autres, ici, 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 et ils survivent à la collision, tout comme les solitons brillants qu'on avait regardés au dernier cours survivaient à la collision. Donc les solitons gris sont également des objets robustes vis-à-vis de ces collisions. Et une simulation rend très bien compte des observations expérimentales. Alors ça, c'était pour... On a vu un soliton, on vient d'en voir deux. On peut essayer d'en fabriquer beaucoup. Comment est-ce qu'on peut faire pour fabriquer beaucoup de solitons? Alors, on pourrait se dire, je vais imprimer un profil de phase très chahuté. Là, je vous montre une méthode qui a été mise en œuvre numériquement pour l'instant dans la thèse de Manon Balu, qui a été faite au laboratoire Paris-Nord Villetaneuse, sous la direction d'Hélène Perrin et d'Aurélien Perrin, thèse soutenue l'an dernier, où là, une manière utilisée pour générer beaucoup de solitons, c'est de prendre un condensat initialement uniforme. Donc là encore, le temps s'écoule de gauche à droite, et là, c'est l'axe X du condensat. Vous prenez un condensat uniforme, et puis vous allez agir sur le condensat avec une force constante dans l'espace, mais oscillant dans le temps. Si vous voulez, le condensat, au lieu de voir un fond plat dans sa boîte, il voit un fond qui oscille comme ça dans le temps. Et donc le condensat va commencer par osciller comme ça, comme une vague à l'intérieur d'un verre que vous secouriez. Donc c'est ce que vous voyez ici au départ. Au départ, tous les atomes viennent se mettre là où c'est blanc, donc ils viennent se mettre ici, puis la fois d'après, l'oscillation d'après viennent se mettre là, etc. Mais assez rapidement, ce que vous voyez apparaître, c'est une turbulence, si vous voulez, c'est-à-dire que vous voyez apparaître ces lignes noires, là, qui sont des solitons, donc des trous de densité, et plus vous attendez, plus vous en avez. Donc ça, c'est un moyen pour générer beaucoup de solitons dans un condensat en interaction répulsive. Alors après, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on va étudier ça. Donc là, je cite deux articles très récents, l'un et l'autre. Une méthode possible d'étude, c'est de reprendre la méthode IST qu'on avait vue ensemble, Inverse Scattering Transform, inversion des données de diffusion. Cette méthode, on sait depuis longtemps qu'elle s'applique aussi bien à Gross-Pitaïevski, enfin Schrödinger non linéaire attractif que Schrödinger non linéaire répulsif. Ce n'est pas évident de l'utiliser pour détecter les solitons quand il y en a vraiment beaucoup. C'est cette détection qui est décrite dans cet article qui vient de sortir. On peut décrire ce type de système par les méthodes d'hydrodynamique généralisée. C'est ce que Jérôme Dubail nous a expliqué la semaine dernière dans son séminaire. Et puis très récemment, il y a aussi un article qui est sorti sur une implémentation de ces gaz de solitons dans un milieu en interaction répulsive en optique. C'est sorti sur l'archive en fait la semaine dernière, l'article que je signale. Et là, l'étude qu'ils font, ils le font via des ensembles de gypse généralisés. Pourquoi les ensembles de gypse généralisés? Parce qu'on est dans un système où il y a beaucoup de quantités conservées, donc il faut généraliser les ensembles de gypse bien connus à ces systèmes avec beaucoup de quantités conservées. Voilà. Bien. Eh bien, je termine avec le dernier paragraphe de ce cours, qui est d'expliquer ce qui se passe quand on quitte la limite strictement unidimensionnelle qu'on a regardée jusqu'à maintenant. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il peut se produire des transitions vers d'autres états. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que le plan nodal d'un soliton, dès que je prends une extension transverse, ce plan nodal peut devenir instable. Donc ici, je reprends un condensat très allongé, comme ceux qu'on a déjà étudiés. Donc,
Comment est-ce qu'on les produit, ces condensats? On prend un piège harmonique dans les trois directions de l'espace, une fréquence très faible selon oméga x, donc les particules sont faiblement liées selon x, elles s'étalent beaucoup, et puis au contraire, une fréquence élevée selon y et z, ce que j'appelle oméga perp ici, donc les particules sont fortement liées selon les axes y et z. Et puis je vais générer un soliton ici, donc un plan nodal ici, donc un plan sur lequel ma fonction d'onde s'annule, et puis je vais avoir une phase de pi, disons, à gauche, et puis une phase de 0 à droite. Voilà. Donc je suppose que j'ai généré un soliton sur ce système-là. Est-ce que ce plan va rester stable, ou est-ce que les particules vont se rendre compte qu'elles ne vivent pas dans un monde à une dimension, mais qu'elles peuvent explorer les directions y et z, les directions perpendiculaires à l'axe x? Alors la réponse à cette question dépend du potentiel chimique. Si le potentiel chimique, c'est-à-dire la force des interactions, si le potentiel chimique est suffisamment faible, faible devant quoi? Bien, faible devant le h bar oméga perp, c'est-à-dire le confinement transverse, à ce moment-là, les atomes occupent essentiellement l'état fondamental transverse. Je vous rappelle que l'énergie de l'état fondamental transverse, c'est h bar oméga perp. C'est 1,5 de h bar oméga perp par degré de liberté, j'ai 2 degrés de liberté. Et donc si mu est, disons, inférieur à typiquement 2 h bar oméga perp, les atomes finalement ne vont pas se rendre compte qu'ils peuvent explorer les dimensions perpendiculaires. Et le plan nodal que j'ai dessiné, en fait, je pourrais le colorier complètement, puisque la densité est nulle sur tout ce plan-là. Ce plan nodal va être stable. Voilà. Donc tout ce que j'ai dit s'applique sans modification. En revanche, si on relâche un peu trop le confinement transverse, si mu devient supérieur à 2 h bar oméga perp, à ce moment-là, ce plan nodal va pouvoir se déformer et il va pouvoir donner naissance à d'autres structures. Et ces structures, c'est ce que j'aimerais vous décrire maintenant. Alors, une structure possible, qui est en fait la structure qui devient la plus stable, c'est ce qu'on appelle un vortex solitonique. Alors, vortex solitonique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est représenté ici, sur un dessin que j'ai tiré d'une publication de Brand et Reinhardt. C'est, au lieu d'avoir une densité qui est complètement nulle sur tout le plan sur tout le plan x égale 0, dans le plan YZ, sur le plan x égale 0, eh bien, on va se contenter d'avoir une ligne de densité nulle qui va correspondre à une ligne sur laquelle une ligne de vorticité, et c'est ce trou-là qui est représenté. Et autour de cette ligne, eh bien, on va avoir une phase qui s'enroule de 0 à 2π. Donc ici, vous avez une phase qui vaut, sur ce diagramme-là, quelque chose qui est proche de 0, et puis ici, c'est proche de π, et voilà. Et j'ai un enroulement de 2π. Donc, encore une fois, je transforme un plan entier où la densité s'annule en une ligne où la densité s'annule, et la phase, au lieu d'être discontinue, c'est-à-dire de valoir 0 entièrement, complètement d'un côté et π de l'autre, eh bien, elle s'enroule, mais de manière continue, autour de cette ligne. Alors là, je vous l'ai représenté sur un système à 3 dimensions. La surface rouge, c'est une ligne une surface isodensité dans ce système. On peut très bien se poser cette question pour un système 2D, c'est finalement plus simple. Donc on prend une bande possible qui peut être occupée par les atomes. Donc les atomes à ce moment-là bougent simplement en X et en Y, et leur mouvement en X et en Y est borné le long du rectangle qui est dessiné là. Eh bien, le soliton, ça correspond à mettre une ligne noire ici, avec une phase qui vaut, disons, pi ici, et puis 0 là. Eh bien, le vortex solitonique, à ce moment-là, le vortex, c'est un point, et je remplace donc le plan nodal que j'avais ici par un point où la fonction s'annule, et à ce moment-là, eh bien, ma phase s'enroule pour faire en enroulement de 2π. Donc, elle continue à valoir à peu près π ici, elle va continuer à valoir à peu près 0 ici, mais la phase est continue, sauf au point même où se situe le vortex. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui avait été envisagé par Brand et Reinhardt. Récemment, Amandine Aftalion, présente ici, a fait des études mathématiques nettement plus poussées sur les structures qui peuvent être générées dans cette géométrie de bande. Voilà. Alors, voilà, je vous ai donné donc 2 structures possibles, qui sont donc soit le plan nodal, soit le vortex solitonique. En fait, il y a beaucoup d'autres structures qui peuvent être générées numériquement et qui peuvent être observées expérimentalement. Et là, donc, je vais m'appuyer sur un travail récent de Munoz, Bateo et Brandt. Donc, ce qu'ils ont considéré, c'est un cylindre infini. Donc, il y a finalement la fréquence oméga x tend vers 0, donc les atomes occupent de nouveau tout l'espace, mais au lieu d'être une ligne
infiniment étroite comme ce que j'ai considéré avant, j'ai un potentiel harmonique dans le plan transverse en Y et en Z. Et ce qu'on va tracer, donc, c'est des lignes isodensité dans ce cylindre-là. On va tracer la ligne isodensité où la densité est 1/20 de la densité maximum, 0,05 ρ max. Donc ce que vous allez voir ici, enfin, ce que vous voyez ici, c'est finalement une coupe du cylindre. Donc il faut vous présenter le cylindre comme étant quelque chose qui va jusqu'à l'infini, comme ça, hein, comme ceci. Et ce qui est dessiné ici, c'est une coupe entre deux plans, comme ça. Voilà, ce que vous voyez là, c'est un petit tronçon du cylindre. Et donc dans ce tronçon de cylindre-là, ils ont représenté le vortex solitonique, c'est-à-dire cette ligne de zéro, et puis là, en couleur, ils ont codé la phase. Sur ce graphe-là, ce que vous voyez, c'est donc l'énergie de l'excitation, soit le soliton, qu'ils appellent kink ici, soit le vortex solitonique en vert ici, en fonction de mu sur h bar oméga perp. Et ce qu'on voit, c'est donc aux petites valeurs de mu sur h bar oméga perp, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour typiquement les valeurs inférieures à 2, c'est le soliton qui gagne. Et puis, quand on atteint une valeur de l'ordre de 2, en fait c'est 2,4, la valeur précise, c'est écrit ici, eh bien, l'énergie du vortex solitonique est plus basse que l'énergie du soliton qui est en rouge là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite voir le vortex solitonique dans les expériences. Il y a d'autres structures stables qu'on peut générer. Par stable, j'entends que si vous mettez cette fonction dans le condensat, elle survivra, s'il n'y a pas de perturbation. Et là, eh bien, je vais vous donner des exemples de ces structures. On peut imaginer plusieurs vortex solitoniques, on peut imaginer des anneaux de vorticité, et puis on peut imaginer des combinaisons de tout ça. Donc voilà des exemples. Ce que vous avez ici, par exemple, c'est deux vortex solitoniques, c'est-à-dire que vous avez une ligne de vorticité qui est à 45 degrés et puis une autre qui est à moins 45 degrés. Et ces deux lignes se croisent. Ça, c'est une solution stationnaire de l'équation de Schrödinger. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre 3, c'est ce que vous avez ici, qui se croisent à 60 degrés les unes des autres. Et puis, vous pouvez former des anneaux de vorticité. C'est l'équivalent des petits anneaux de fumée. Alors, tous ces systèmes-là, ils ont des énergies supérieures au vortex solitonique seul, celui qui est là, mais des énergies inférieures au soliton. Et puis, vous pouvez combiner, vous pouvez mettre un anneau de vorticité, combiné avec un vortex solitonique ici, ça représente la lettre grecque phi, c'est très joli. Voilà. Donc, il y a plein de configurations qu'on peut imaginer. Et ce qui est remarquable, c'est que ces configurations, on peut les voir dans une expérience. Et je vous montre cette toute dernière expérience, là, qui est donc une expérience qui a été faite au MIT, dans le groupe de Martin Zwirlein. Alors, c'est une expérience qui n'est pas faite sur un condensat de Bose-Einstein, mais qui est faite sur un gaz de Fermi dégénéré, du lithium-6. Ils se sont mis au voisinage d'une résonance de Fano-Feshbach, donc qui sont dans la limite unitaire, donc interaction forte. On peut décrire ce système de manière approchée, au moins pour ce qui nous intéresse, par une théorie à la Bogoliubov-de Gene, donc une sorte de théorie de champ moyen. À l'instant initial, eh bien, ils font ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, ils impriment un saut de phase de pi sur la moitié du condensat, enfin la moitié de leur système superfluide. Donc le système superfluide est représenté ici. Donc l'axe X est là, celui que j'ai considéré jusqu'à maintenant. Pour obtenir ces images, ils ont donc un système tridimensionnel, mais ils vont découper une fine tranche d'atomes selon l'axe Z. Donc c'est un peu comme si vous partez d'un sandwich, si vous voulez, et puis vous enlevez la tranche de pain supérieure, la tranche de pain inférieure, et vous ne gardez que l'intérieur du sandwich. Donc c'est ça qu'ils regardent, l'intérieur du sandwich, donc la tranche de jambon, si vous voulez. Et donc ce qu'ils voient, c'est au début, ils créent ce saut de phase et donc cette onde de densité que je décrivais. L'onde de densité s'échappe rapidement vers les bords. Il reste à 4 millisecondes ou à 6 millisecondes avec ce plan nodal, donc le soliton. Mais le soliton ne va pas survivre. Rapidement, le soliton disparaît et il reste ici deux petits points. Alors, de quoi s'agit-il? Donc ici, je répète, là c'est le soliton noir qu'ils ont créé. Mais c'est quoi ces deux petits points? Eh bien, ces deux petits points, en fait, c'est simplement un anneau de vorticité, mais qui est donc dans l'espace comme ça, et puis vous avez coupé une tranche. Enfin, vous avez plutôt coupé, oui, ça, vous regardez une tranche, c'est l'histoire du sandwich. Donc tout ce que vous voyez, c'est les deux points où l'anneau de vorticité coupe le plan horizontal. Donc ces deux petits points-là, que vous voyez, eh bien, c'est les traces d'un anneau de vorticité. Et vous pouvez le vérifier
en coupant non pas une tranche centrale, mais en coupant des tranches au-dessus ou en dessous pour vérifier que les deux petits points se rejoignent pour former effectivement un anneau de vorticité, un petit anneau de fumée. Et puis, dans les phases intermédiaires, les auteurs disent qu'ils voient la lettre phi. Bon, on voit à peu près la lettre phi. Et puis, au temps long, alors là, ça c'est vraiment convaincant, ils voient le vortex solitonique sans problème. Voilà. Donc, j'en arrive à la fin, je vais m'arrêter là. En résumé, on a regardé aujourd'hui l'équation de Schrödinger non linéaire avec des interactions répulsives. C'est un système intégrable, je ne suis pas rentré dans les détails ici, hein, mais je le dis maintenant. On peut le traiter avec la méthode IST, je n'avais simplement pas le temps de le faire, mais bon, c'est faisable. Un point important, c'est que les solitons sombres sont des états excités du système, donc ils n'ont pas la même stabilité qu'avaient les solitons brillants. Ce soliton, il bouge dans un bain, donc ça rend sa dynamique beaucoup plus riche que la dynamique des solitons brillants, qui étaient tout seuls finalement dans l'espace. Là, le soliton, il bouge dans un bain, et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut le traiter comme une quasi-particule. C'est ce qu'on a vu ensemble. On peut écrire pour lui une équation du mouvement, une équation fondamentale de la dynamique, pourvu qu'on ne se trompe pas sur ce qu'on appelle l'impulsion. La bonne compréhension de l'impulsion nécessite l'analyse fine qu'on a faite ensemble. Et puis, ce qu'on a vu à la fin, c'est donc qu'au-delà du cas strictement 1D, eh bien, on a des structures variées qui peuvent apparaître du fait de la déstabilisation du plan nodal. Voilà, donc ça termine ce que je voulais vous dire sur ces solitons sombres. Et puis la semaine prochaine, si je puis dire, on va tirer le meilleur parti des deux mondes, des solitons brillants et des solitons sombres, c'est-à-dire qu'on va commencer à mélanger des condensats, faire ce qu'on appelle des solitons magnétiques, et là vous verrez qu'il y a d'autres surprises qui arrivent quand on soumet ces solitons magnétiques à des forces. Voilà. Bien, je m'arrête ici. Je vous rappelle d'ici un quart d'heure le séminaire de Jacqueline Bloch. Merci beaucoup.